Bienvenue à tous dans Parole du Monde. Le dossier de cette émission est consacré à l'Iran qui célèbre le 31e anniversaire de la révolution islamique, alors que Mahmoud Ahmadinejad essaie de détourner l'attention de la contestation intérieure par une nouvelle provocation à destination des Occidentaux. Au sommaire également, l'homosexualité en terre d'islam ou comment parler d'un tabou. Les rapports entre hommes sont punis par la charia et toujours passibles de la peine de mort dans 7 pays de la planète. Et on commence par notre tour du monde des télévisions étrangères. Écran d'ailleurs est préparé par Paul Bouffard. Sarah Palin prise en flagrant délit lors de la convention Tea Party. Alors qu'elle accuse Barack Obama d'abuser du téléprompteur, l'ancienne gouverneure d'Alaska jette un coup d'œil peu discret sur ses antisèches. Taxes ou encore énergie, des mots-clés dans la main pour l'aider à séduire le public. Okay, we're going to freeze a couple programs here. That doesn't do us any good, really. We've got to start reining in the spending. We have got to jumpstart these energy projects that, again, we've heard so much about because it's ridiculous that we have just sitting warehoused. Aux États-Unis, en direct pendant le Super Bowl, les conservateurs s'offrent les 30 secondes de publicité les plus chères de la télévision. Pendant l'événement le plus regardé de l'année, devant plus de 100 millions de téléspectateurs, le lobby Focus on the Family paie le prix fort pour lutter contre l'avortement. Dans ce spot, une star du football américain et sa mère qui célèbrent la vie et la famille. I call him my miracle baby. He almost didn't make it into this world. I can remember so many times when I almost lost him. Timmy, we're trying to tell our story here. Sorry about that, Mom. You still worry about me, Mom? Well, yeah, you're not nearly as tough as I am. En Ukraine, l'élection de Viktor Yanukovych ne fait pas l'unanimité. Quelques instants avant que le candidat ne vienne voter, 4 militants font éruption dans le plus simple appareil. Sous l'œil des caméras, elle dénonce le viol de la démocratie ukrainienne. Imaginez-vous coincé pendant 45 minutes à 828 mètres du sol. C'est ce qui est arrivé à des touristes qui venaient visiter la nouvelle tour de Dubaï, Burj Khalifa. Construction la plus haute du monde, inaugurée en grande pompe il y a seulement quelques semaines. Eh bien, l'ascenseur est tombé en panne au 124e étage avec 15 personnes à l'intérieur. Un incident tenu secret, le promoteur du bâtiment s'est bien gardé de s'en vanter. C'est l'un des plus importants bastions des talibans dans le sud du pays. Les armées américaines et afghanes ont lancé cette semaine une vaste offensive dans la province du Helmand, en Afghanistan. 500 GIs et 250 militaires afghans ont été déployés. Et dans le même temps, un soldat français a été tué en Kapisa. C'est le 40e depuis 2001. Il appartenait au 13e bataillon des chasseurs alpins de Chambéry. En visite surprise en Afghanistan, le Premier ministre François Fillon a annoncé que la France resterait le temps qu'il faudrait pour stabiliser le pays. Elle ne devrait pas changer la ligne politique de son pays. Laura Chinchilla a été élue première présidente du Costa Rica. Elle est l'héritière du chef de l'État sortant, Oscar Arias, prix Nobel de la paix, qui ne pouvait pas se représenter. Costa Rica es mi patria querida. La defiendo, la quiero, la adoro y por ella mi vida daría. Muchas gracias, Costa Rica. Elle, en revanche, a perdu, même si elle ne veut pas l'admettre. Yulia Tymoshenko refuse de reconnaître sa défaite, alors que tous les observateurs soulignent le caractère professionnel, transparent et honnête du scrutin présidentiel. L'actuel Premier ministre, ancien égérie de la Révolution orange, parle de fraude et n'accepte pas la victoire du candidat pro-russe Viktor Yanukovych. La Corée du Nord entrouvre la porte pour la première fois depuis 8 ans. Kim Jong-il a reçu un émissaire des Nations Unies. Il a même promis aux représentants du président chinois de débarrasser la péninsule coréenne de l'arme atomique. Pour autant, pas question pour l'instant de reprendre les pourparlers à 6 sur le nucléaire. Pyongyang a, je vous le rappelle, brutalement quitté la table des négociations en avril dernier. Avec l'Iran non plus, les négociations ne sont pas prêtes de reprendre. Cette semaine, le pays a annoncé qu'il allait lui-même enrichir l'uranium à 20%. Une provocation symbolisée par cette photo décryptée par Mireille Lemaresquier, chef du service Monde de France Info. Eh bien, cette photo, ce n'est pas l'aveu de Costa Gavras, ce n'est pas l'affiche de ce fameux film. C'est simplement Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qui visite le dimanche 7 février l'usine de technologie du laser à Téhéran.
Alors une photo qui est assez impressionnante, et puis le discours qui suit tout aussi impressionnant, parce que Mahmoud Ahmadinejad annonce que l'Iran a décidé d'enrichir l'uranium à 20%, une négociation qui était en cours depuis octobre dernier avec les Occidentaux, le président Ahmadinejad soufflant le chaud et le froid sur la négociation, parce que l'AIEA avait proposé que cet uranium qui est à 3,5% soit enrichi à 19% par les Occidentaux ou par la Russie. C'était en fait la proposition portée sur la France et la Russie. Et donc l'Iran a rejeté cette proposition. Donc les Occidentaux s'apprêtent à prendre une série de sanctions, la 4e série de sanctions plus sévères à l'égard de l'Iran. Et surtout, les Occidentaux surveillent ce qui se passe en Iran, parce que la contestation monte, les manifestants sont dans la rue de plus en plus fréquemment, il y a des arrestations, il y a des condamnations à mort, et le pays est en train, semble-t-il, de basculer. Voilà, et le dossier de cette émission justement est consacré à l'Iran qui célèbre donc le 31e anniversaire de la révolution islamique, alors que l'Occident s'interroge, comme vient de le dire Mireille Maresquier, sur d'éventuelles nouvelles sanctions après cette dernière provocation de Mahmoud Ahmadinejad. Bonjour François Nicolo. Bonjour. Vous êtes l'ancien ambassadeur de France à Téhéran. Pour commencer justement par l'aspect un peu diplomatique des choses, on a vu très récemment l'ambassade d'Iran à Paris barbouillée de peinture verte, symbole de l'opposition, par des opposants en exil en France. À Téhéran, il y a eu aussi une manifestation là des soutiens du régime contre la France, parce que Nicolas Sarkozy est considéré comme l'un de ceux qui est le plus ferme contre l'Iran. Il y a eu l'affaire Clotilde Rice, évidemment, qui n'a pas arrangé les relations franco-iraniennes. Est-ce que la France a remplacé les États-Unis dans le rôle du pire ennemi de l'Iran ? Non, je pense que la France reste encore ce que les Iraniens appelaient aimablement un petit Satan. Hein. Les grands Satans, ça reste quand même encore les États-Unis, on ne peut pas lui retirer cet honneur, mais il est vrai que la France a pris ces derniers temps des positions en pointe sur le dossier iranien, notamment sur le dossier nucléaire, et nous avons cette grosse difficulté, effectivement, avec cette rétention tout à fait inacceptable de cette jeune universitaire, Clotilde Rice. Alors là, cette nouvelle étape, Ahmadinejad qui annonce que l'uranium va être, et il est déjà, enrichi à 20% en Iran et non pas en France ou en Russie. Est-ce que là, on a franchi un cap, à votre avis ? On a franchi un cap, mais qui est un cap quand même encore largement symbolique. Parce qu'il faut bien voir que Ahmadinejad annonce de grands programmes nucléaires. Il a annoncé qu'il allait construire en Iran 10 usines d'enrichissement. Cette technique donc très sensible du modèle de celle de Natanz. Il n'y en a qu'une seule pour le moment. Il annonce qu'il va fabriquer lui-même le combustible nécessaire à son réacteur de recherche à 20%. Mais concrètement, il ne peut pas réaliser ces choses-là. Enrichir à 20%, l'Iran peut le faire. Ce qu'il ne sait pas faire, et qui lui prendra beaucoup de temps pour arriver à le faire, c'est fabriquer le combustible. Parce que l'uranium à 20%, c'est une chose, c'est la matière première, mais encore faut-il le transformer, le façonner pour faire du combustible. Donc, ce qu'on voit, c'est que bon, l'Iran annonce des programmes qu'il n'est pas capable de réaliser, il faut le dire quand même très clairement, et du côté occidental, on annonce des sanctions dont on sait très bien qu'elles ne seront pas efficaces, en tous les cas à court ou moyen terme. Donc on est un peu dans un jeu de rôle. Hein. Dans une impasse. Voilà. Alors en même temps, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, appelle à faire front commun cette fois-ci contre Téhéran. La Chine dit toujours qu'il faut privilégier le dialogue, mais est-ce que la main tendue des États-Unis, qu'avait donc prôné Barack Obama, c'est terminé ? Non, je pense que la main tendue reste d'une façon tendue, encore que l'administration américaine est assez divisée. Hein. Tout le monde n'est pas calé très exactement sur les discours du président Obama, il faut le savoir. Et le jeu reste quand même, je pense, assez ouvert. Et d'ailleurs, Ahmadinejad est son président de l'Organisation de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, qui est un universitaire respecté, on dit que certes, il commençait à enrichir à 20%, mais que la porte restait ouverte et qu'il était toujours à la recherche d'une solution pour acquérir à l'étranger le combustible nécessaire à leur réacteur de recherche. Alors on a l'impression aussi qu'ils cherchent un peu à détourner l'attention parce que c'est le 31e anniversaire de la révolution islamique et la contestation
qui est né à l'occasion de l'élection présidentielle ne faiblit pas. Les manifestations continuent, même si on a beaucoup de mal à avoir des informations, bien sûr. Est-ce que la répression pourra étouffer cette révolte ou est-ce que vraiment là, il y a un mouvement qui est parti, à votre avis ? Non, la répression ne pourra pas étouffer cette révolte, même si elle peut étouffer à des moments particuliers son expression. Il est possible que, compte tenu du déploiement énorme de policiers et de milices qui a été fait sur le terrain, l'opposition soit quand même découragée d'agir, d'autant plus qu'elle a été un peu terrorisée par tout ce qui s'est passé récemment, des arrestations, des exécutions, 2 exécutions capitales absolument iniques. Bon, les millions d'Iraniens qui ne supportent plus ce régime ne sont pas forcément des gens, on le comprend, qui sont des héros qui veulent risquer leur peau à nouveau. Mais ça ne change rien, même si l'opposition n'arrive pas à se compter aujourd'hui dans la rue, compte tenu du dispositif déployé, l'insatisfaction est là. Il y a cette société évoluée iranienne qui supporte de moins en moins ce qui s'est passé, qui ne supporte pas d'avoir subi une tricherie au moment des élections. Voilà, et donc le régime qui vacille un peu. Merci beaucoup François Nicoulot. Le régime qui s'en prend aussi à la contestation sur la toile, parce que c'est l'un des moyens d'expression, bien sûr, des opposants. Téhéran vient donc d'interdire, par exemple, les comptes Gmail pour imposer à la place une messagerie nationale. La toile, c'est aussi un enjeu de ce qui se passe en Iran. C'est un sujet de Paul Bouffard. Alors que l'Iran fête sa révolution islamique, la toile continue de mener le combat. En ligne, un blogueur propose le véritable manuel du parfait manifestant. Pour résister aux gaz lacrymogènes de la police politique, il recommande notamment de se munir d'une serviette trempée dans du vinaigre. Une vingtaine de conseils pour lutter dans la rue et éviter les arrestations. Opération recrutement loupée pour l'armée autrichienne. Sur son site, la Bundeswehr veut inciter les jeunes femmes à rejoindre ses rangs. Mais le clip mis en ligne fait polémique. Perçu comme machiste, la vidéo a été retirée et l'armée s'est excusée. En Birmanie, les internautes utilisent la toile et le hip-hop pour contrer la junte militaire. Un mouvement, Generation Wave, inonde le web avec des clips et des chansons. En ligne, on retrouve les photos des leaders arrêtés par les autorités, accusés de propagande antigouvernementale. Leur objectif, inciter les jeunes Birmans à se soulever contre le régime. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Caroline. Chef des informations à Courrier International. Grand plan cette semaine sur la vie difficile des enfants d'islamistes au Maroc. Oui, alors rappelons un petit peu les faits. 16 mai 2003, le Maroc subit une vague d'attentats terroristes épouvantables et ses premiers attentats sur suicide surtout. Quelque chose comme 45 morts, des dizaines de blessés. 45 morts, dont 12 terroristes. Alors justement, le Maroc découvre à cette occasion qu'ils ont des terroristes ou des terroristes suicidaires en interne. Et donc, grosso modo, l'essentiel de l'enquête policière consiste à arrêter ceux qui ont pu aider ces terroristes ou ceux qui sont dans la mouvance islamiste et qui ont pu les susciter. Le problème, c'est que ces terroristes ont des familles, des enfants, souvent beaucoup, et souvent sont chefs de famille et les aident. En l'occurrence, le reportage en question se focalise sur un bidonville de Casablanca qui s'appelle Kariana Toma, figurez-vous, et où, à la rencontre de ces familles qui sont depuis que leurs parents, leurs frères, leurs cousins, leurs oncles ou même leurs pères ont été arrêtés, subissent des discriminations épouvantables. Je vais donner un petit exemple. Personne n'a le droit de les aider. Personne n'a même le droit de les aborder, personne n'a le droit d'être solidaire avec eux. Évidemment, le gouvernement leur a retiré tous les maigres bénéfices que peuvent avoir éventuellement les Marocains quand ils sont en situation de pauvreté. Par exemple, des distributions alimentaires. Ils vont à l'école ? Ils vont à l'école, mais l'école les reconnaît, les montre du doigt, aussi bien du côté professoral que du côté des élèves. Ils sont appelés systématiquement enfants de terroristes, ou alors les professeurs s'étonnent, par exemple, qu'ils aient des bonnes notes, alors que même ils sont entre guillemets enfants de terroristes. Cette histoire est assez déchirante et montre combien, en fait, ce problème du terrorisme et ce problème de l'islamisme peut avoir des répercussions, y compris au plus profond pour les enfants. Là, on parle bien d'enfants. Ça fabrique des petits terroristes en puissance ou pas ? Exactement. Alors, c'est ce qu'explique le papier. Aussi bien les associations là-bas de droits de l'homme que les enfants eux-mêmes expliquent qu'en grandissant comme ça, stigmatisés par la société et par le gouvernement, ça devient de véritables bombes à retardement. Ils n'ont qu'une envie, c'est une envie de vengeance, éventuellement quelquefois de suivre bien les pas de leurs parents, de leurs pères, de leurs oncles, encore une fois, et de leurs tantes, emprisonnés et qui de toute façon ne sortiront jamais de prison pour le coup.
Bon, merci Anthony, à la semaine prochaine. On passe à notre débat sur l'homosexualité qui est toujours interdite dans 77 pays de la planète. Dans 7 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort, notamment au Soudan, au Yémen ou en Iran. Et la plupart du temps, elle est punie de plusieurs années de prison. L'islam, comme les autres religions monothéistes, la considère comme un péché. Être homosexuel, notamment sur le continent africain, dans les pays arabes et musulmans, relève bien souvent du calvaire. C'est le débat de Parole du Monde. Odon Vallée, historien des religions, les enfants du miracle, chez Albin Michel. Louis-Georges Autain, spécialiste d'histoire de la sexualité. Je dirigeais un dictionnaire de l'homophobie et je suis aussi le fondateur de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Abdellah Taïa, écrivain marocain, l'Armée du Salut, les éditions du Seuil. Abdellah Taïeb, justement, le public marocain vous a découvert de façon plus intime quand vous avez fait la une d'un magazine qui s'appelle Tel Quel, où vous faisiez votre coming out. Vous êtes le premier artiste marocain à avoir parlé ouvertement, à visage découvert, de votre homosexualité. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ça s'est passé grâce à un livre qui était mon deuxième livre, Le Rouge du Tarbouche, qui a obtenu pas mal de succès au Maroc. On m'a invité pour le présenter à la presse et dans les télévisions. Donc on parlait de livre et on ne parlait pas tout à fait complètement du contenu, sauf une journaliste plus précisément de Tel Quel, qui avait elle bien lu le livre et qui avait vu qu'il y avait entre autres évocation directe, assumée de l'homosexualité et qui a décidé donc de consacrer un article à ma personne sous cet angle-là, celui de l'homosexualité. Évidemment, quand elle m'a posé la question, j'ai eu très peur, mais en même temps je me suis dit c'est une occasion historique qui se présente à moi et que je n'avais pas le droit de dire une vérité dans un livre et la cacher en dehors de ce livre. Alors, au Maroc, il faut rappeler, l'homosexualité est punie jusqu'à 3 ans de prison. Est-ce que vous avez été inquiété? Est-ce que vous avez des problèmes après ce coming out? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est cela la protection de la littérature. Pour moi, je suis considéré comme un écrivain, donc avec un petit peu de succès au Maroc et un petit peu aussi en France. Ça vous protège? Donc ça me protège. Peut-être le fait d'être publié aux éditions du Seuil, donc ça fait peur. Et moi, j'utilise justement cette légitimité, si je peux dire encore une fois, pour incarner, voilà. Parce que c'est ça ce qui manque dans les pays arabes et le Maroc en particulier, qu'on incarne à travers une personne, à travers une voix, des idées différentes. Vous avez été protégé par votre statut d'écrivain à succès. Est-ce que vous avez des connaissances, vous connaissez d'autres personnes qui n'ont pas cette protection et qui sont en prison parce qu'ils sont homosexuels? Bien sûr, la plupart des homosexuels marocains ne peuvent pas vivre ouvertement leur homosexualité. C'est quelque chose qui relève de... C'est un danger d'abord pour eux, pour leur propre sécurité, et puis c'est une honte collective et je dirais plus dangereux que ça, intime, parce que ils ont réussi à installer chez pas mal de gens, des homosexuels, cette peur qui les empêche de parler et d'exister. Alors Louis-Georges Autain, le Maroc n'est pas un cas isolé. Dans beaucoup de pays, il est mal vu, dangereux d'être homosexuel. Exactement. Encore faut-il signaler qu'il ne s'agit pas nécessairement de pays musulmans. L'homophobie, évidemment, est partout pareil. Si on prenait, par exemple, un pays comme le Brésil, c'est le pays où vous avez le plus de personnes dans la rue pour la Pride, 3 millions de personnes à Rio de Janeiro, et le plus de meurtres homophobes. Mais si le sujet, c'est l'islam, bien entendu, on va parler d'homophobie tout en résistant à la tentation trop facile de l'islamophobie. Mais c'est plus difficile, notamment sur le continent africain et dans les pays arabes, d'être homosexuel aujourd'hui? Ça dépend des critères. Évidemment, on pense à l'Iran où la peine de mort est appliquée très régulièrement. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas l'État qui condamne les homosexuels, ce sont les personnes civiles. Et mourir par l'État ou mourir par son voisin, évidemment, n'est pas très différent au fond. Donc, vous voyez, c'est très difficile de faire un panorama ainsi unilatéral. L'islam, c'est du Maroc jusqu'à l'Indonésie et dans le monde entier, il y a des musulmans. Donc, faire une cartographie uniforme de l'islam amènerait des malentendus. Même si la charia, effectivement, implique la peine de mort, et la peine de mort concernant les homosexuels recoupe les pays de la charia, objectivement. Alors justement, on parle d'islam. Odon Vallée, vous êtes le spécialiste des religions. Que dit précisément l'islam, le Coran, sur l'homosexualité? Le Coran, sourate 7, verset 80, dit que les rapports entre hommes sont une abomination. Le Coran se réfère à l'histoire biblique de Lot, qui avait protégé des hommes que des étrangers de Sodome voulaient abuser sexuellement. C'est l'origine du mot sodomite. Car la Bible condamne ces rapports entre hommes à une peine de mort. Alors que dans les lois mésopotamiennes, c'était en général un tout petit peu moins sévère, ils étaient condamnés à la castration. Bien.
Donc la Bible condamne ces rapports entre hommes comme le Coran. Les rapports entre femmes, on n'en parle pas trop. Vous savez, on pensait que ça n'existait pas. La reine Victoria au XIXe siècle disait qu'il n'y avait pas besoin de loi contre l'homosexualité féminine parce que les femmes anglaises faisaient pas ça. Le Nouveau Testament condamne également. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit que ceux qui couchent entre eux, les arsenokontoi, c'est très mal, c'est un péché grave. Abdallah Taïeb, vous êtes musulman? Oui. Vous êtes croyant, pratiquant? Disons que je suis dans une réinvention de cette religion. J'ai grandi au Maroc, j'ai vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 25 ans, donc je me sens musulman, même si je ne veux pas l'être. Et vous affirmez qu'on peut être musulman et homosexuel? Absolument. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une condamnation directe de l'homosexualité dans le Coran, mais aussi une ambiguïté par rapport à l'amour des éphèbes et les justes en sont. Il y a plusieurs versets du Coran, notamment dans ce qui est promis au paradis, qui laissent une ambiguïté assez vertigineuse. Et même dans la poésie, cette tradition, si je peux dire, de la célébration de la beauté de l'éphèbe a continué. Et parmi les plus grands littérateurs, les plus grands écrivains du monde arabe, qui sont reconnus et célébrés jusqu'à aujourd'hui, Abu Nawas, connu dans le monde arabe principalement pour ses poèmes magnifiques où il célèbre les garçons. Et puis aussi ce grand écrivain que j'ai apporté aujourd'hui, qui est Al-Jahez, dans ce livre qui s'intitule Éphèbes et courtisanes. C'est tout simplement un dialogue entre un homme hétérosexuel et un homme homosexuel qui dialoguent de leur attirance, soit pour les femmes ou pour les hommes. Vous parlez de pouvoir, par exemple en Irak, on dit que l'Irak de Saddam Hussein, qui était considéré comme une dictature, était beaucoup plus tolérant à l'égard des homosexuels que l'Irak d'aujourd'hui, où il y a des violences quotidiennes, donc c'est pas forcément lié au régime politique. Oui, il ne faut pas croire une espèce de fatalité transhistorique. C'est-à-dire que même en Iran ou en Afghanistan, à Kandahar, il y a 30 ans, on pouvait avoir des mini-jupes quand on était une femme et avoir un barguet quand on était un homosexuel. Aujourd'hui, rien de tel, évidemment, n'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des enjeux géopolitiques majeurs dans les rapports Nord-Sud. Et cette opposition s'exprimait dans le conflit des indépendances, dans les années 50 ou 60. Après, le socialisme a été une voie de résistance. C'est aujourd'hui l'islam qui, d'une manière symbolique, constitue cette identité de réaction face à l'Occident, jugé, non sans raison parfois, impérialiste. Et c'est pour cela... l'homosexualité est vue comme une pratique qui vient de l'Occident. Et l'homosexualité est perçue comme telle, en effet. Ce qui veut dire que même Saddam Hussein, qui effectivement incarne un parti laïque pendant longtemps, n'a pas de raison particulière d'appliquer la charia ou les commandements religieux. Donc, il n'y avait pas de sanctions spéciales. Je ne dis pas que c'était le paradis des homosexuels, mais il n'y avait pas de sanctions particulières. Bon. À partir du moment où ce régime est renversé, il y a effectivement un contexte nouveau qui s'instaure. La religion devient un moteur de l'identité nationale, si j'ose dire, et du coup, les applications de la religion deviennent plus sévères. Donc il faut être très conscient de ces enjeux politiques et géopolitiques qui structurent les conditions sociales du quotidien. Voilà, je crois que toutes les questions sexuelles vont dans le même sens, hétéro ou homosexuel. Il y a 30 ou 40 ans, dans les rues des capitales arabes, les femmes se déplaçaient sans voile. Donc il y avait beaucoup plus de tolérance sur ce plan-là. Une grande chanteuse arabe comme Kalsoum aimait les femmes et s'en cachait à peine. Est-ce qu'aujourd'hui, Kalsoum, qui est la plus célèbre des chanteuses du monde arabe, pourrait encore faire carrière? Ce n'est pas certain. Alors on parle du continent africain qui est, pour la plupart des pays, à majorité musulmane, mais il n'y a pas que l'islam. Le Burundi, par exemple, qui a 70% chrétiens, je crois, là, le président, il y a quelques mois, a adopté une loi qui criminalise l'homosexualité. Oui, et le Cameroun, qui est en grande partie catholique, a vraiment une législation extrêmement sévère à l'égard de l'homosexualité. Là, les religions se rejoignent dans leur sévérité, avec des nuances quand même. Car aussi bien dans l'islam, dans le protestantisme et dans le catholicisme, il y a des prêtres, des pasteurs et des imams qui sont plus tolérants que d'autres. Je pense que c'est aussi important de noter ces relations internationales. Par exemple, vous parlez de l'Afrique noire. Donc en Ouganda, je m'y rends dans une semaine. L'homosexualité était déjà passible de la perpétuité. Il est question maintenant de la peine de mort. Et au fond, ce qui est intéressant ici, c'est que précisément, l'homosexualité est perçue comme un vice étranger.
Alors que les lois qui condamnent l'homosexualité sont la résultante de la colonisation anglaise. Donc l'homophobie légale est aussi étrangère de certaine façon. Et là, alors que les gens défendent des valeurs dites africaines, en réalité, il y a une action très importante de mouvements évangéliques des États-Unis qui ont lancé cette campagne en Ouganda, qui la financent activement et qui aujourd'hui d'ailleurs s'en mordent un peu les doigts en se disant nous sommes peut-être allés un peu trop loin. Donc on voit que tout cela est soumis à des influences internationales très importantes. Des manipulations politiques. Des manipulations politiques, de la propagande et évidemment ce sont les personnes qui trinquent. J'ai appris il y a 2 semaines seulement la mort de notre correspondant national au Sénégal et on a dû l'enterrer de nuit pour éviter que son cadavre ne soit déterré et lynché en place publique comme cela avait été fait récemment pour d'autres homosexuels. Oui, au Sénégal, parce que les gens pensaient que le cadavre allait souiller le cimetière. Il y a une sorte de superstition religieuse également. C'est-à-dire que l'homophobie poursuit les gens après leur mort et donc voilà pourquoi il a dû être enterré dans ces conditions-là. Et alors tout est un peu lié parce que les pays où la situation des homosexuels, comme de toutes les minorités, est la plus favorable sont les pays les plus démocratiques. Or, en ce moment, au Sénégal, il y a une reprise en main de la société par le président sénégalais, Wade, dans le sens, je dirais, d'un pouvoir personnel plus fort et aussi dans le sens d'une importance plus grande des confréries religieuses. Et donc, cette irruption de la religion dans la vie politique sénégalaise, le Sénégal étant autrefois considéré comme relativement démocratique, cette irruption des sociétés religieuses dans la vie politique va dans le sens d'une répression à l'égard de tout ce qui n'est pas conforme au texte coranique ou au hadith. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Par exemple, au Maroc, il y a toute une société civile qui se mobilise depuis quelques années pour les libertés individuelles, y compris pour les homosexuels. Il y a eu une pétition qui a été signée par tous les intellectuels du Maroc, toutes les stars, mais en revanche, à côté, le pouvoir ne fait rien. Voilà, il y a je veux dire, je ne veux pas dire en cela que l'homosexualité est acceptée par la société marocaine, mais il y a des Est-ce que c'est un enjeu politique, l'homosexualité? C'est un enjeu politique, puisque, par exemple, l'année dernière, juste avant les élections législatives, le ministre de l'Intérieur marocain n'a rien trouvé de mieux que de publier un communiqué où il annonçait que désormais l'État marocain allait protéger le citoyen marocain de tous ceux qui attaquaient sa religion, sa morale, et spécifiquement en parlant de ceux qui affirment et parlent d'homosexualité. Le problème, au fond, c'est pas tellement est-ce qu'on est dans un pays musulman ou pas, c'est pas le problème. C'est est-ce qu'on est dans une société démocratique et on peut être une démocratie musulmane ou catholique. Ouais. Donc, c'est évidemment ça mais malgré le tout, la journée, cette année 2010, la journée mondiale contre l'homophobie sera consacrée, enfin tournée vers les religions, la religion. Absolument. Donc c'est qu'il y a quand même un rapport avec la religion. Oui, mais parce que nous allons interpeller les responsables religieux pour leur demander non pas d'approuver l'homosexualité, mais de désapprouver l'homophobie et les violences. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et à les Nations Unies, par exemple, nous avons porté un combat pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Et la France a porté ce texte qui était signé par 67 pays. Et de manière très symptomatique, la conférence islamique a fait une contre-déclaration pour dire que ce texte est impossible, qu'il faut pénaliser l'homosexualité. Ce qui est intéressant, c'est que le Vatican, dans un premier temps, avait soutenu cette contre-déclaration qui disait que l'homosexualité conduit à la bestialité, la pédophilie et l'inceste. Et dans un second temps, plus stratégique et diplomatique, je pense, le Vatican s'est retiré. Et aujourd'hui, le Vatican a des positions finalement plus nuancées en disant qu'il faut condamner les violences homophobes. Alors, je crois qu'il faut introduire une petite distinction entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. La situation des homosexuels, comme de toute minorité sexuelle et autre, est encore un peu plus difficile en Afrique subsaharienne. Pourquoi ? En Afrique du Nord, bien sûr, la situation des homosexuels est difficile au Maroc et surtout en Égypte. Mais il y a quand même des références écrites, comme vous l'avez dit très justement, qui montrent que ces pratiques ont existé, voire qu'elles ont été exaltées. Et pas en Afrique subsaharienne, puisqu'on est dans des sociétés de l'oral, et on vous dit toujours en Afrique subsaharienne, mais ça, c'est une invention de l'Occident, ça n'a pas existé. Et comment prouver le contraire alors qu'il n'y a pas de littérature ? De ce point de vue-là, toute la richesse intellectuelle de la littérature arabe est une première arme pour lutter contre les formes d'intolérance. Absolument. Il faut mentionner le cas quand même important de l'Afrique du Sud quand on parle de l'Afrique, parce que pour le coup, l'Afrique du Sud a été le premier pays au monde à inclure la protection de l'orientation sexuelle dans sa constitution. À autoriser l'union civile gay. Et après même à autoriser le mariage. Donc aujourd'hui, parmi les 6 ou 7 pays qui reconnaissent les mariages des couples de même sexe, figure l'Afrique du Sud. Dans une société relativement tendue,
pas forcément si libéral que ça, mais avec un cadre légal et constitutionnel extrêmement protecteur. Et de ce point de vue, l'Afrique du Sud constitue une espèce de phare du continent, de plus en plus contesté d'ailleurs, y compris par M. Zuma, le nouveau président, qui essaye de revenir en arrière par rapport à l'héritage de Nelson Mandela. Tout à fait. Bien, merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir bien sûr en intégralité sur notre site internet Parole du Monde. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur publicsena.fr. À bientôt. En 2005, Samsonite, fabricant américain de bagages, ferme son unique site français à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. L'usine, reprise par un constructeur de panneaux solaires, dépose le bilan 18 mois plus tard. Les salariés, licenciés sans indemnité, dénoncent une machination juridico-financière. Pas un seul panneau solaire qui a été fabriqué sur le site d'Hénin-Beaumont. Pas un seul. Donc c'était des panneaux solaires qui étaient apportés d'Allemagne pour faire croire au personnel que on pourrait en faire. Mais c'est pas vrai. Liquidation totale ou la longue bataille judiciaire de salariés contre un géant industriel, un documentaire d'Hélène Desplanques, samedi à 22 h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.